Bonjour, Thomas Tanas. Je vais vous parler de Marco Polo, l'angle biographique, et je remercie bien sûr Christine Gadra de m'avoir invité à ce colloque. Et puisqu'il y a eu des problèmes techniques, je refais l'enregistrement de cette intervention que j'ai faite la semaine dernière, ce qui va me donner l'occasion de parler un peu plus lentement et puis peut-être de pouvoir prolonger, donner un peu plus de détails que je ne l'avais fait dans un premier temps. Donc Marco Polo, l'angle biographique avec question qui est simple, c'est que, en apparence, puisque bien entendu, les biographies de Marco Polo sont légion. Mais comment écrire une biographie de Marco Polo alors que sur le fond, on ne sait que peu de choses de lui, en dehors des quelques informations limitées données par le devisement du monde, même s'il est aussi vrai que les autres traces progressivement retrouvées, notamment les testaments de la famille Polo, représentent déjà beaucoup pour un personnage du Moyen Âge qui aurait dû rester anonyme. Mais pour connaître Marco Polo et sa personnalité, qui il a été concrètement, il n'y a pas de Thomas de Celano, biographe de Saint François, il n'y a pas de Jean de Joinville, il n'y a même pas de grande chronique royale capable, à travers la trame des événements, de donner une idée du caractère, des motivations. Bref, l'œuvre, c'est l'homme, et encore plus dans le cas de Marco Polo. Et puis, si on y regarde de plus près, les auteurs qui écrivent la vie du Vénitien n'ont souvent fait, mea culpa, je le dis aussi pour moi d'ailleurs, ils n'ont souvent fait que recopier un ensemble de données depuis longtemps établies. Et surtout, si on a écrit beaucoup de vrilles de Marco Polo, la recherche sur Marco Polo s'est-elle faite principalement en suivant d'autres lignes, celles de l'édition du Devisement du Monde, de son annotation. En fait, ce qui est intéressant avec Marco Polo, c'est qu'on est devant le cas d'un faisceau d'informations biographiques établies de longue date, depuis, outre le devisement lui-même, Ramusio et la tradition vénitienne du XVIe siècle, celle de Marco Barbaro, celle de Francesco Sansovino, celle de Giovanni Dolioni, tradition poursuivie par Apostolo Zelo au XVIIIe siècle. Et donc nous sommes en face d'un cas original, c'est-à-dire que Marco Polo n'a jamais été oublié. Et il n'a pas eu besoin d'être redécouvert à travers le fait de chercher de nouveaux documents, d'établir de nouveaux documents par l'érudition du XIXe siècle, tout au moins pour le côté européen de la vie de Marco Polo. Tout l'enjeu pour l'érudition du XIXe siècle sera d'identifier les lieux chinois du devisement du monde et sur cette base d'établir le versant asiatique de la vie de Marco Polo. Mais les modernes du XIXe et du XXe siècle, en fait, ont repris cette tradition qui était déjà là. Alors, ils l'ont reprise, ils l'ont affinée, ils l'ont parfois corrigée. Enfin, une très longue tradition qu'ils ont refaçonnée au moule de l'idéal positiviste et orientaliste, en popularisant une vision que je résumerai en une formule, Marco Polo, l'explorateur. Alors, vision qui est l'héritage de la tradition des Lumières et de l'époque moderne, mais qui est aussi l'héritage des Lumières. Les auteurs des Lumières, par exemple, connaissent tout à fait Marco Polo et ils font la transition avec l'érudition du XIXe siècle. Pour prendre un premier exemple, Voltaire fait référence à Marco Polo dans son dictionnaire philosophique, par exemple lorsqu'il mentionne l'anthropophagie tibétaine ou lorsqu'il parle de la population de la Chine. Et au passage, il reprend le thème célèbre d'un Marco Polo qui n'aurait pas été cru de ses contemporains, thème que l'on retrouve déjà chez Ramusio, donc dans la tradition vénitienne. Le troisième volume, publié en 1747 de la grande compilation de récits de voyage par John Green pour l'éditeur Thomas Ashley, s'occupe des voyages en Chine et chez les Tartares. Marco Polo y est présenté en reprenant les récits de Ramusio. Mais ce volume affirme aussi que le récit de Marco Polo est souvent faux, qu'il est plein d'histoires invraisemblables. Puis comment peut-on sérieusement croire à ces histoires de mages enchanteurs qui font voler des assiettes à la cour de Kubilai? Bref, l'idée dans ce volume est que Marco Polo aurait peut-être été en Chine, mais cette idée est en fait déjà remise en cause dans un ouvrage qui insiste sur le fait qu'il était impossible de ne pas remarquer la Grande Muraille, quoi qu'ait pu en dire au siècle précédent le jésuite Martino Martini pour défendre Marco Polo. Et donc, autant le dire d'emblée, on a déjà le débat sur l'authenticité du voyage de Marco Polo, et puis dans des termes qui seront repris par tous les auteurs du XIXe siècle, à commencer par Marzen et puis Baldelli Boni. Tous vont reprendre ce débat pour montrer à quel point le récit de Marco Polo est en fait valable. Ou d'autres termes, Francis Woods n'a rien inventé, et on trouve déjà ça au XVIIIe et au XIXe siècle.
Or, les volumes Ashley ont eu une grande diffusion. Ils sont vite traduits en français, par exemple, par l'abbé Prévost. Marco Polo, donc, est assez fréquemment évoqué dans la littérature des Lumières. Un article lui est consacré dans l'Encyclopædia Britannica de 1797, qui, pour faire la biographie du Celebrated Traveler phénicien, suit la trame du prologue du Devisement du Monde sans trop entrer dans les détails, mais vous noterez ici le Traveler qui donne le ton. Et de fait, toujours en 1797, George Staunton, dans son grand récit de la mission McCartney en Chine, fait lui aussi référence au Kinsai de Marco Polo. Donc Marco Polo est une référence dont la célébrité ne s'est jamais démentie, même si Napoléon à Sainte-Hélène, qui continue de vouloir étudier la géographie de l'Asie, demande en novembre 1816 qu'on lui fournisse un exemplaire du Devisement du Monde, comme d'ailleurs du récit de Guillaume de Rubruck, pour se plaindre ensuite que l'on n'y trouve que très peu de choses qui sont pratiquement utilisables. Mais sur cette tradition se développe après, au XIXe siècle, la tradition du Marco Polo des explorateurs et d'un Marco Polo explorateur étudié par des explorateurs européens, en fait. Alors, c'est vrai qu'au début du XIXe siècle, c'est d'abord deux Vénitiens qui vont enrichir le savoir polien. Le premier est le frère Camadule de San Michele et de Murano, Giacinto Placido Zurla, venu à Marco Polo par l'intérêt qu'il a d'abord porté au prédécesseur Camadule de Zurla, le célèbre Fra Mauro. Et donc Zurla qui présente Marco Polo comme une grande gloire de Venise dans sa dissertation érudite qu'il publie en 1818, qui fait la somme de toute la littérature précédente sur Marco Polo. Le deuxième, c'est Emanuele Cicogna, qui consacre en 1827 une notice biographique à la famille des Polo dans ses Iscrizioni Veneziani, sur lesquelles je vais revenir. Mais pour l'heure, à ce moment-là, l'heure est désormais de plus en plus aux éditions ou aux traductions annotées du Devisement du Monde, qui sont souvent faites par des orientalistes, et qui vont utiliser parfois les connaissances acquises sur le terrain. Et le premier grand exemple, bien entendu, de cette manière de faire est William Marsden, qui a vécu à Sumatra avant de rentrer en Angleterre et de rédiger pour commencer une grammaire du malais, ou en 1783 une histoire de Sumatra dans laquelle il s'intéressait déjà au texte de Marco Polo et à sa Java mineure, identifiée par Marsden à Sumatra. Et ensuite, la traduction en anglais du Devisement du Monde de 1818 s'ouvre, suivant un schéma que l'on verra dans toutes les éditions ultérieures, par une grande biographie de Marco Polo. Cependant, je relèverai que Marsden, à part le fait de citer Jacopo Dacchi, fait aussi référence, sans l'avoir vu, au testament de Marco Polo dans cette introduction. En effet, si c'est bien Cicogna qui refait de manière systématique l'histoire de la famille des Polo à travers leur testament dans le deuxième volume de ses Iscrizioni de 1827, en fait, les testaments n'étaient pas complètement inconnus. Cicogna mentionne par exemple leur évocation dans les Memorie Venete de Giambattista Gianiccioli, publié en 1795. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Cicogna, après avoir fait référence à ces testaments dans son volume de 1827, ne les publie en fait que dans un deuxième temps, à la demande des lecteurs, dans le troisième volume des Iscrizioni de 1830. Donc il publie le testament de Marco l'Ancien de 1280, le testament de Maffeo en 1300 et le testament de Marco Polo, le voyageur, en 1323. Mais manifestement, ces testaments étaient déjà en circulation et commentés entre érudits et connus de Marsden quand il rédige son introduction. L'autre grand traducteur, cette fois-ci italien du Devisement du Monde, Giovanni Battista Baldelli Boni, a d'abord, lui, été tourné vers la littérature florentine, avant de se consacrer ensuite à l'histoire des relations entre l'Occident et l'Asie. Son édition du Devisement du Monde n'est que le prolongement d'une très consistante histoire des relations réciproques de l'Europe et de l'Asie. Baldelli Boni inscrit Marco Polo, preuve de l'esprit d'entreprise des Italiens, dans une vaste histoire des explorations occidentales, qui connaît très bien l'histoire des missionnaires de la papauté des XIIIe et XIVe siècles. Baldelli Boni s'appuie notamment sur l'historien franciscain du XVIIe siècle, Luc Wadding. Baldelli Boni relève comment après Fra Mauro, Toscanelli, en lien avec la cour portugaise, s'est appuyé sur Marco Polo, d'où aussi le lien avec Christophe Colomb et les explorations du XVIe siècle. Il n'y a pas de surprise dès lors à ce que Marco Polo ait été aussi, et peut-être même d'abord le Marco Polo des géographes au XIXe siècle,
comme en témoigne l'édition de la Société des géographes de 1828, ou la traduction rédigée en 1845 par Hugh Murray, membre de la Royal Society d'Édimbourg, tradition des études de Marco Polo par des géographes, poursuivie jusqu'à Vidal de la Blache, dont on a parlé dans un autre exposé. Et puis il y a encore évidemment un Marco Polo des Vénitiens, à l'image de la traduction faite par Vincenzo Lazzari, le futur directeur du musée Correr en 1847, qui affirme ne pas vouloir laisser l'Italie oublier sa gloire passée. Et pour ce qui relève de la tradition de la philologie italienne, on citera la traduction de Adolfo Bartoli, publiée en 1863 dans la Florence d'une Italie récemment unifiée. Guillaume Pottier réalise l'importante édition annotée de 1865, dans laquelle Marco Polo est présenté comme un conseiller privé et commissaire impérial de Kubilai à partir de l'identification erronée du polo que l'on trouve dans l'histoire des Yuan, en fait le chef mongol Polad, une idée qui fera son chemin ensuite chez Yule et chez Charignon avant d'être corrigée. Cependant, l'intérêt de l'édition de Pottier, qui sera très lue, est justement dans son introduction biographique sur Marco Polo, de sortir un peu du Marco Polo explorateur pour mettre en avant le Marco Polo mongol, notamment au moyen de la traduction de nombreuses sources chinoises. On notera encore comment l'édition de Pottier traduit en annexe, outre les documents classiques de l'histoire de Marco Polo, ou l'extrait célèbre comme le Testament de Marco Polo, ou l'extrait célèbre de Jacopo Dacchi sur Marco Polo. Guillaume Pottier, pardon, traduit aussi les lettres d'Argoun et Eulgeitu à Philippe le Bel conservées aux archives nationales. Nous avons déjà parlé dans d'autres exposés des réseaux orientalistes avec Henri Hull, par ailleurs associé à la Hakluyt Society, qui est le prototype de l'anglais ayant servi aux Indes ayant parcouru l'Asie, et ensuite Henri Cordier, bien entendu. Les grands voyageurs orientalistes de la fin du XIXe siècle feront encore souvent le voyage d'Asie comme leurs prédécesseurs jésuites avec Marco Polo à la main. C'est le cas par exemple d'Orwell Stein ou du professeur de Yale Ellsworth Huntington, ce qui montre au passage que Marco Polo est à l'époque passé outre-Atlantique. Et c'est encore cette même tradition que l'on retrouve avec Joseph Charignon, ingénieur français installé en Chine, qui écrit après la Première Guerre mondiale, ou en forme d'aboutissement avec la traduction anglaise du devisement du monde mise au point par Arthur Christopher Moule, missionnaire en Chine qui avait été en lien avec Hull, et Paul Pelliot, lui-même grand érudit et incarnation de l'aventure orientaliste, acheteur des manuscrits des caves de Dunhuang et qui a participé aux 55 jours de Pékin. D'une certaine manière, Paul Pelliot, qui faisait lui aussi partie du réseau Cordier, mènera jusqu'au bout le paradigme de la biographie de Marco Polo sans biographie de Marco Polo, c'est-à-dire qu'il accumule un immense savoir encyclopédique que l'on retrouve dans ces fameuses notes de Marco Polo qui sont une source d'une richesse inépuisable jusqu'à aujourd'hui, mais il ne rédigera jamais de vie de Marco Polo, laissant à la place cet ensemble de notes publiées à titre posthume. Bref, dans une démarche faisant circuler les savoirs entre philologues, orientalistes et géographes, la biographie de Marco Polo se fait avec les méthodes du positivisme historique, tant pour compléter les données biographiques, pour identifier les lieux, pour essayer de résoudre la question insoluble du trajet exact, suivi par Marco Polo, à force de prendre le devisement du monde pour un récit d'exploration, plus que comme une description littéraire du monde, ou pour se poser la question du texte à choisir pour établir la bonne version du devisement du monde, une démarche qui nous mènera jusqu'aux travaux de Luigi Foscolo Benedetto. Et puis on pourrait prolonger pour le XXe siècle avec des historiens vénitiens comme Luigi Foscolo Benedetto, comme Giovanni Orlandini, archiviste à Venise, ou entre 1955 et 1958 Rodolfo Gallo, qui s'occupe de trouver de nouveaux documents pour mieux connaître Marco Polo et son clan. Mais en échange, il me semble que la dimension proprement littéraire de l'ouvrage, lu d'abord comme une source d'information géographique, crédible ou non, sera souvent laissée de côté. Et puis, cette image d'un Marco Polo découvreur et producteur de savoir positif relègue aussi Rustichello de Pise au rang d'auteur romanesque, sans doute en bonne partie responsable des invraisemblances et du fantastique que l'on peut encore trouver dans le devisement du monde, la faute aussi à l'esprit médiéval.
Donc sur cette base, le canon est fixé. Marco Polo est d'abord et avant tout un explorateur que l'on peut comparer à Christophe Colomb, idée qui n'est pas nouvelle puisqu'elle vient de Ramusio déjà, mais un explorateur sur le modèle un peu des explorateurs du 19e siècle. Idée que l'on retrouve chez Hull, qui va parler de toute cette chaîne providentielle qui, de Marco Polo à Christophe Colomb, a amené le nouveau monde à la lumière, à voir le jour. Dernier corollaire de cette vision, les Mongols restent peu ou prou décrits comme de brutaux conquérants des steppes, même s'ils ont permis le voyage de Marco Polo reçu par un Kubilai sinisé. Et il s'agit ici d'un point important, c'est-à-dire que Marco Polo est d'autant plus un aventurier admirable qu'il rencontre une Chine qui est déconnectée de l'Europe, qui est à l'autre bout du monde, une Chine qui était à l'autre bout du monde déconnectée, puis qui a été abandonnée, puis retrouvée par les Jésuites, puis de nouveau abandonnée, bref, un mouvement cyclique que l'on retrouve au XVIe et XVIIe siècle, avant finalement le grand retour des Européens au XIXe siècle. Et c'est comme ça que Marco Polo va passer auprès du grand public. Euh, Plusieurs auteurs qui parlent de Marco Polo au XIXe siècle et qui peuvent nous donner un peu un échantillon de ce que pouvait être la vision de ce Marco Polo grand public qui est passé jusqu'à aujourd'hui. Je commencerai par le naturaliste français Charles Athanase Falkenhayn, dont on a déjà parlé ce matin au moment de l'édition de la Société de géographie, qui avait lui-même son propre manuscrit de Marco Polo et qui écrit dans son Histoire des voyages publiée en 1828 que les trois hommes dans l'histoire qui ont eu le plus d'influence par leur voyage ont été Alexandre le Grand, Marco Polo et Christophe Colomb. Pierre Larousse reprend le texte de Falkenhayn dans son encyclopédie, qui s'attarde sur la découverte de l'Asie par Marco Polo, mais qui insiste aussi abondamment sur l'incrédulité des contemporains, esprit républicain, positiviste et préjugé sur le Moyen Âge et ses superstitions. Jules Verne consacre dans son Histoire des explorateurs une longue notice aux Vénitiens, qui n'est pour l'essentiel qu'une paraphrase abrégée de Devisement du monde accompagnée des récits de Ramusio. Or, ce texte est publié en 1870, au même moment où Jules Verne publie 20 000 lieues sous les mers. Et pour le tour du monde en 80 jours, ça sera 1872, mais alors que Jules Verne continue en parallèle la rédaction de son Histoire des explorateurs. Donc, d'une certaine manière, Marco Polo, c'est un Phileas Fogg du XIIIe siècle. Celui qui est ici plus original est en fait Jules Michelet, qui parle de Marco Polo en 1837 dans son Histoire de France au Moyen Âge. Or, Michelet insiste sur le Marco Polo marchand plus que sur l'explorateur, ce qui est sans doute une trace de l'édition par la Société des géographes que Michelet a dû lire. Et de ce fait, Michelet fait de Marco Polo une sorte de symbole de l'essor bourgeois et commercial de Venise et de l'Europe, une sorte d'incarnation médiévale du progrès économique, et pour dire le mot que Michelet n'emploie pas, une sorte d'incarnation du capitalisme auquel l'essor européen est lié. Mais pourtant, ce filon sera peu repris par la suite comparé au Marco Polo simple explorateur, en tout cas c'est à ce qu'il me semble, avec une exception majeure, celle de Wilhelm Haid, qui consacre tout un développement à Marco Polo dans son histoire du commerce au Moyen Âge, du commerce oriental, du commerce du Levant au Moyen Âge. Et dans cette histoire, il consacre tout un chapitre à Marco Polo au moment où de décrire les routes d'Asie centrale et de Chine. Et tout un passage où il insiste sur le fait que Marco Polo était issu d'une cité de marchands, ce qui lui avait donné la capacité d'observer et de décrire des régions entières du point de vue économique, donnant à ce récit une qualité unique. Plus intéressant encore, Hyde aura tout un passage où il insistera sur l'importance de la diffusion des informations rapportées par Marco Polo et leur influence sur les contemporains, mais non pas tant à travers la diffusion du texte du devisement du monde finalement assez limité, que par les récits oraux qu'il avait pu faire, ce qui rejoint l'exégèse ou les études très récentes sur Marco Polo. Cependant, Hyde est aussi un auteur spécialisé sur le commerce méditerranéen médiéval en échange. Pas de Marco Polo à ma connaissance chez Karl Marx, qui de toute manière reste très centré sur une histoire économique moderne, celle des empires coloniaux et de la révolution industrielle. Pas de Marco Polo chez Werner Sombart, qui parle beaucoup de Venise dans son histoire du capitalisme, mais pas de Marco Polo. Et puis encore moins de Marco Polo chez Max Weber, centré sur l'Europe du Nord et sur le protestantisme, malgré ses incursions dans l'histoire des cités médiévales italiennes. En d'autres termes,
Parallèlement au développement de la figure de Marco Polo explorateur, l'histoire du capitalisme, qui se déconnecte en partie de celle du Moyen Âge, de celle des cités italiennes, de celle de Venise, laisse de côté un Marco Polo symbole de cette histoire, et je ne parle même pas ici des Mongols ou de l'Eurasie, vus sous le prisme de l'exotisme nomade et destructeur. Et l'héritage restera pendant la plus grande partie du XXe siècle. Après tout, il n'y a pas non plus de Marco Polo chez Fernand Braudel, hormis quelques mentions occasionnelles. Malgré tout l'intérêt de l'historien français pour la Méditerranée et pour Venise, centre d'un capitalisme médiéval qui reste cependant justement méditerranéen, et au regard duquel Marco Polo ne serait qu'une curiosité ou un cas limite. À vrai dire, on ne trouve guère de Marco Polo dans les travaux des grands médiévistes classiques, dont le centre de gravité dans les campagnes de la France du Nord. Si je me tourne du côté de la société féodale de Marc Bloch, pas de Marco Polo et pas vraiment de Venise. Dans cette perspective, si le Moyen Âge est raccroché à l'essor économique occidental moderne, ce sera la Georges Duby de manière endogène, sans lien avec le grand commerce eurasiatique, par le contrôle seigneurial qui permet le développement des rentes et de l'économie paysanne, ce qui permet ensuite d'animer un commerce essentiellement méditerranéen, mais pas de Marco Polo. Pas de Marco Polo non plus chez Le Goff, lequel, dans un célèbre article sur l'océan Indien comme horizon onirique, expliquait que de toute manière, les hommes du Moyen Âge ne savaient ni voir ni écouter et qu'ils étaient incapables de se détacher de la tradition. Même chez les historiens de Venise, en dehors de Charles d'Île, la récolte est mince. Par exemple, pas ou très peu de Marco Polo dans les histoires classiques écrites par John Julius Norwich ou Frederick Lane, qui montre ici sa formation plutôt moderniste. Mais ça n'empêche pas Marco Polo de rester une figure connue du grand public, objet de nombreuses biographies populaires, parmi lesquelles je distinguerai deux textes parce qu'ils me semblent réintroduire chacun à sa manière une dimension de la figure de Marco Polo souvent laissée de côté. Je commencerai par le chapitre dédié à Marco Polo du Medieval People, publié par Eileen Power en 1924. L'auteur, pionnière de l'histoire des femmes, mais également médiéviste formé auprès de Victor Langlois à la Sorbonne, fait une véritable histoire sociale en essayant de faire un portrait de la vie quotidienne à travers la figure de personnages tirés des sources ou des textes littéraires médiévaux. Donc finalement, elle fait une sorte de Guillaume le Maréchal à la Duby, mais pour la Venise du XIIIe siècle, avec des belles pages sur la vie de la Sérénissime, son ouverture intellectuelle, la circulation des produits, les hommes de toutes les origines, la formation que cela a pu donner au jeune Marco Polo, à travers la figure de Marco Polo, euh, et le reflet qu'il y en a dans le devisement du monde. Le deuxième texte que je citerai est la biographie écrite par le soviétique Viktor Shklovsky en 1931. Shklovsky ouvre en effet son ouvrage par des pages évocatrices sur les liens permanents de l'Europe et de l'Asie depuis l'époque de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Shklovsky replace Marco Polo dans une dimension eurasiatique de l'histoire, qui porte indubitablement l'empreinte russe, alors que l'identité nomade, au lieu d'être comme d'habitude un facteur négatif, devient ici une vocation, permettant à travers les siècles de faire échanger les peuples dans un ouvrage qui est centré sur une spatialité très soviétique, notamment en évoquant beaucoup le premier voyage de Niccolo et Maffeo Polo, et donc qui permet de faire le tour d'une spatialité qui ira de l'Arménie et de la Géorgie aux républiques d'Asie centrale jusqu'au monde mongol. Cette biographie populaire permet aussi à Shklovsky, ancien formaliste qui avait fui à Berlin avant de rentrer en URSS, de se réconcilier avec le régime dans un ouvrage publié par une maison d'édition destinée à la jeunesse, Malodaya Gvardia. Et en fait, le titre de l'ouvrage, Marco Polo Razviechnik. Marco Polo, l'éclaireur, l'ouvreur d'horizon. Sauf que le terme de Razviechnik du titre s'emploie aussi communément pour désigner l'agent de renseignement. Et ce Marco Polo devient une sorte de modèle pour la jeunesse. Et justement, il s'agit aussi cette idée d'ouverture de l'espace eurasiatique. C'est aussi une idée, une thématique soviétique. À l'heure où Shklovsky se doit de glorifier dans ses différents textes les grandes infrastructures staliniennes et la capacité du pouvoir à maîtriser les immenses contraintes du territoire, y compris par l'engagement de la jeunesse et de la population. Cependant, Shklovsky achève sa biographie en reprenant les pires stéréotypes qui puissent exister sur le Moyen Âge et sur l'Église, noircis à souhait, en finissant par inventer le dialogue final entre un Marco Polo mourant et un prêtre voulant absolument le faire abjurer et lui refusant l'absolution finale puisqu'il ne croit pas à ses récits. Toutefois, cette fin
qui est certes conforme à l'anticléricalisme soviétique, est-ce qu'elle n'est pas aussi d'abord l'aveu de ce que pouvait ressentir un écrivain anticonformiste essayant de survivre dans le monde stalinien et qui lui-même essaie à se penser comme un voyageur et qui a pu s'identifier à la figure de Marco Polo? Reste que faire la biographie de Marco Polo, scientifiquement parlant, n'est pas loin d'être une impossibilité après-guerre, alors que le genre a en plus été condamné par l'école des annales. Et celui qui enrichit considérablement la biographie de Marco Polo le fait lui aussi en évitant de faire une biographie. Je pense ici à Leonard Holsky. Ces travaux s'inscrivent dans le contexte des commémorations pour le 700e anniversaire de la naissance de Marco Polo, qui ont amené notamment à la publication d'un volume de conférences à l'Institut oriental de Rome ou d'un autre important volume de conférences tenu à Venise, avec à chaque fois la participation d'Holsky. Et ensuite, ces idées de Holsky qui se sont développées dans l'Asia di Marco Polo, publié en 1957, dédié à la ville de Venise. Mais ce recueil d'études, ce n'est pas une biographie, c'est un recueil d'études, mais c'est quand même un véritable carrefour à travers toutes ces études qui ouvre de nombreuses pistes. Par exemple, sur la rencontre de Marco Polo et de l'Asie. Je pense ici en particulier au chapitre sur les religions asiatiques dans le devisement du monde. Ou bien en engageant une véritable réflexion sur la nature littéraire du devisement du monde, thème dont on a vu que jusque-là, il était resté un peu en marge ou sur un mode bineur. Et puis c'est Holsky qui, notant que Marco Polo est un observateur qui note les événements sans être capable d'en analyser les véritables enjeux géopolitiques, c'est lui qui développe le premier l'idée d'un Marco Polo journaliste, idée souvent reprise par la suite jusqu'au Marco Polo reporter de Pierre Racine en 2012, idée qui est aussi peut-être un marqueur de l'évolution des temps, c'est-à-dire qu'on est en train de passer de l'explorateur du 19e siècle au journaliste contemporain. Enfin, à travers toutes ces études, Holsky pose surtout la question fondamentale, qui était jusque-là plutôt un implicite, comment caractériser Marco Polo? Et Holsky répond en constatant qu'il est un peu tout, sans être rien de tout cela, au sens strict du terme, c'est-à-dire pas simplement un explorateur, mais il est aussi un marchand, il est aussi un aventurier, un serviteur des Mongols, un journaliste, il est même aussi un peu missionnaire. Une idée importante qui sera reprise par Jacques Hertz dans sa biographie de 1983. Donc Marco Polo n'est rien exactement de tout cela, mais il est un peu tout cela, et la figure de Marco Polo devient multiforme. Puis il a fallu ensuite que la biographie revienne à la mode dans le sillage du Saint-Louis de Le Goff pour que de nouvelles biographies assez classiques voient le jour, écrites de manière significative en France par deux spécialistes des marchands italiens, Jacques Herz et Pierre Racine, ou alors dans un style plus littéraire, on pourra citer la belle biographie écrite en 1982 par Alvise Zorzi, Tout à la gloire de Venise, mais attentive à connecter Marco Polo à la grande histoire eurasiatique. Et puis, depuis, de nouveaux thèmes n'ont cessé de se développer, renouvelant en profondeur la manière d'appréhender la biographie du Vénitien. Le premier de ces thèmes porte surtout sur le texte, sa rédaction, mais cette fois-ci de manière de plus en plus croisée avec l'apport des études littéraires. Et je pense ici, outre bien entendu ceux qui ont participé au colloque, que je ne citerai pas, à des auteurs comme par exemple Christian Deluse, Michel Guéret-Laferté ou Simon Gaunt, qui ont travaillé à ce que le devisement du monde ne soit plus envisagé comme un simple récit de voyage un peu littéraire ou un reportage journalistique, mais à ce qu'il soit étudié comme une œuvre littéraire participant d'une véritable littérature géographique, voire même d'une iconographie, qui se développe dans le monde latin dès XIVe et XVe siècle. Puis je pense encore à quelqu'un comme Philippe Ménard, qui est passé de l'étude littéraire et de l'édition de textes à des études érudites sur Marco Polo et sa vie. Puis il y a la question de l'horizon de lecture du devisement du monde, étudiée par John Larner, et plus encore par l'important ouvrage de Christine Gadra, qui pose la question des multiples lecteurs et lectures de Marco Polo dans la société médiévale. Je pense encore à tout le renouvellement historiographique contemporain sur la construction du regard géographique dans les récits de voyage, certes, mais aussi les traités de commerce, les portulans, les cartes, dans le sillage notamment des études de Patrick Gauthier d'Alcher. Puis aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils, par exemple la possibilité d'étudier les différentes rédactions du devisement du monde en ligne grâce au travail de la CAF Foscari,
ce qui permet d'avoir un outil particulièrement précieux. Et puis, tous ces travaux ont aussi permis de nouveaux croisements. Je pense au récent volume de la Ca' Foscari sur le Marco Polo des Dominicains, qui montre à la fois comment il est possible de trouver encore des documents inédits sur la vie de Marco Polo, tout en les croisant avec les nouvelles problématiques et en faisant ressurgir des dimensions de plus en plus complexes de Marco Polo, ici d'un Marco Polo lié au monde dominicain pour la diffusion de son ouvrage et aussi pour les idées missionnaires. Face à cela, une meilleure connaissance des sources asiatiques a permis de compléter les visages de Marco Polo et de redessiner le visage d'un Marco Polo serviteur des Mongols ayant vécu en Chine. Alors, je pense évidemment aux travaux de Hans Ulrich Vogel ou de Stephen Howe. Néanmoins, je terminerai en invoquant le profond renouvellement actuel des études mongoles qui amène, me semble-t-il, le chaînon manquant. Marco Polo n'est plus un aventurier isolé, mais il participe d'un empire qui lui-même s'inscrit dans l'histoire des échanges, des circulations à travers l'Asie centrale, l'Asie des steppes, et qui fait partie de l'histoire universelle. C'est qu'avec cette nouvelle historiographie, en fait, on a une réouverture de la figure de Marco Polo qui est désormais fragmentée dans de multiples dimensions, mais qui reflète aussi les évolutions de notre société, qui est en train de sortir des paradigmes positivistes et des certitudes scientistes du 19e siècle, un monde, notre monde, notre société qui est en train elle-même d'aller vers un monde de plus en plus globalisé, connecté, faisant interagir les cultures, mais aussi fragmenté, en crise. Et tout cela, cela se retrouve aussi dans cette figure de Marco Polo qui devient de plus en plus complexe, tout autant mongol que vénitien, mais aussi une figure éclatée, alors que sa biographie, au-delà de l'événementiel, peut prendre une toute autre dimension. À travers les Mongols, Marco Polo peut désormais devenir la figure de l'entrée de l'Occident latin dans une histoire globale, connectée du monde, sur la longue durée, thème à la mode aujourd'hui, s'il en est.